rappelle que quand un commerçant dépose le bilan, il n'a pas de chômage. Donc rendez-vous compte de la situation dans laquelle sont les commerçants aujourd'hui. Il faut à tout prix que le gouvernement les entende et qu'on permette la réouverture de ces commerces. Et nous, à la CPME, on se battra, j'emploie le terme, on se battra pour que demain, on puisse continuer à travailler dans les commerces de proximité. Dans l'opposition, petite réaction très rapidement, on parle de potentielle jacquerie des petits commerçants en France. Vous le craignez aussi ? Oui, on le craint parce qu'on entend la colère de nos adhérents aujourd'hui. C'est une amertume teintée de colère. Et quand vous avez des gens qui n'ont plus grand-chose à perdre, il faut très rapidement leur apporter des réponses. On est dans cette situation aujourd'hui. On peut encore s'en sortir. Évidemment, on n'appelle pas à la jacquerie dont vous parliez tout à l'heure. Il faut trouver des solutions, mais c'est maintenant qu'on doit trouver des solutions avant qu'il soit trop tard. Et quand on entend les maires, par exemple, qui prennent des arrêtés dans leur commune, je comprends bien quand le gouvernement critique les positions de ces maires, et ça n'est pas notre cas. Nous, on considère aujourd'hui que les maires sont plus proches de leur tissu économique, qu'ils entendent les cris de détresse des petits commerçants. Peut-être que leur réponse n'est pas la bonne, mais au moins ils font quelque chose. Donc il faut à tout prix maintenant que le gouvernement revienne sur sa décision. Votre message est passé. Merci Jean Duménil. Je le rappelle, vous êtes secrétaire général de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises. Le reconfinement qui fait jaser alors que la situation sanitaire, elle, est bien réelle et continue d'être critique. Illustration avec ces derniers chiffres de Santé publique France. Plus de 35 000 nouveaux cas détectés ces dernières 24 heures. Plus de 3 000 personnes en réanimation, dont 339 admissions en 24 heures. Les taux de positivité qui continuent de grimper. Plus de 20% désormais de ces tests sont positifs et au total ce sont quasiment 36 788, ce sont 36 788 décès qui ont été enregistrés dans les hôpitaux et les EHPAD de France depuis le début de l'épidémie. Docteur Jean-François Corti, bonjour, merci d'être avec nous en plateau, médecin généraliste, ancien directeur des opérations internationales de Médecins du Monde et auteur également de Professions solidaires, chronique de l'accueil aux éditions Les Escales Steinkiss. Ces données que l'on vient de voir du Covid jour après jour qui continuent d'être alarmantes, elles ne sont pas de nature, on continue de l'entendre, à convaincre les commerçants. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire ? Je pense qu'ils sont dans une situation difficile parce que, comme l'expliquait l'intervenant précédent, c'est une question de vie ou de mort économique et donc à un moment donné les gens n'ont plus le choix et sont vraiment en tension. Et on voit bien que lorsqu'un système de santé est fragilisé, c'est tout un pan de la société autre que la santé qui en souffre aussi. Donc la difficulté, c'est de savoir où placer le curseur. La difficulté, c'est de savoir où placer le curseur. On est quand même dans un contexte où l'enjeu est majeur parce que c'est une grande partie de la métropole qui est sous le coup d'incidence explosive de l'épidémie. Il n'y a pas que quelques régions comme en février-mars du début de l'année et donc une inquiétude à faire en sorte que l'on puisse avoir encore des départements, des régions où le virus soit très bien contrôlé au cas où il y ait nécessité de faire des transferts, notamment de patients de régions où les hôpitaux seraient saturés vers des régions où les hôpitaux le seraient moins, sachant que des transferts ont déjà démarré. On a des incidences explosives, vous avez rappelé ces chiffres, avec toujours des mortalités importantes en hôpital, mais aussi en EHPAD. C'est près d'un tiers des mortalités qui se font en EHPAD, avec les mêmes profils de patients qui meurent, les personnes âgées, les personnes avec des comorbidités, les personnes aussi en situation de précarité. Donc voilà, on est dans une situation difficile, et ce que l'on observe aujourd'hui, c'est qu'on est dans un confinement relatif. On n'est pas dans un confinement strict. Et ça, vous l'avez rappelé, ça veut dire des délais plus importants pour une évolution à la baisse ou en plateau de l'épidémie. Justement, d'après l'Institut Pasteur, le pic de cette épidémie, de cette deuxième vague, serait atteint dans 15 jours, à la mi-novembre. Et dans le même temps, le Conseil scientifique, qui a rendu son avis avant que le gouvernement prenne sa décision de reconfiner, estime que ce reconfinement plus soft, les résultats seront moindres et que l'on peut avoir plusieurs vagues successives. Donc non pas 2, mais 3, voire 4, voire 5. Et qu'on devrait reconfiner jusqu'à la fin du mois de décembre. Vous êtes d'accord avec cela ? Oui. D'abord, d'un point de vue général, même les plus grands spécialistes ne peuvent pas se projeter de manière certaine sur plusieurs mois. En revanche, avec les modélisations qu'on a, et en fonction de l'incidence de l'épidémie, des cas, de la mortalité sur un virus que l'on connaît un peu mieux, on peut se dire effectivement, au regard de l'impact qu'a eu le premier confinement au bout de 3 à 4 semaines, on a vu les chiffres commencer à s'inverser, aujourd'hui, avec les mesures qui sont proposées, ce sont des délais qui seront plus importants. Et donc,
Et évidemment, on peut tout à fait comprendre aujourd'hui que on puisse se projeter plutôt sur 2 mois, voire plus, pour arriver à casser cette dynamique de l'épidémie et de ces incidences qui sont explosives. Parce que je le rappelle, aujourd'hui, on a fait le pari, et pourquoi pas, de faire en sorte que les enfants retournent à l'école, que certains pans d'activité professionnelle puissent continuer à exercer, notamment les services publics et autres. Et dans ces conditions, le confinement est relatif, les interactions sociales, physiques vont continuer à être importantes, et donc le virus va continuer à circuler. Ce que l'on peut imaginer, c'est que comme on découvre au fur et à mesure les caractéristiques de ce virus, de l'épidémie aussi, il va y avoir un pilotage à vue. Et donc on peut très bien imaginer que dans les jours qui viennent ou semaines qui viennent, eh bien les gouvernements proposent par exemple de fermer les lycées, ou de les réouvrir, bref, de diminuer ou d'augmenter tous les espaces où les interactions physiques sont importantes et où le virus peut se démultiplier. Voilà, donc on n'est jamais certain, et probablement que des évolutions vont se faire dans les semaines qui viennent. Merci Dr Corti, vous restez avec nous en plateau. L'exécutif effectivement ne s'interdit pas à ces modifications. Tous les 14 jours, le scénario est revu. En tout cas, vous l'avez abordé. C'est bientôt la rentrée, c'est demain, fin des vacances de Toussaint, avec cette rentrée scolaire qui elle aussi sera particulière sur le plan sanitaire mais aussi sécuritaire, 2 semaines après l'assassinat d'un professeur de collège. Jean Castex d'ailleurs et Jean-Michel Blanquer se rendront demain dans l'établissement de Conflans-Sainte-Honorine pour échanger avec les équipes pédagogiques. Quant aux élèves, eux, ils n'y feront pas leur rentrée avant mardi, après une minute de silence, mais dans tous les établissements de France, il faudra aussi appliquer des mesures anti-Covid plus strictes, notamment le port du masque dès 6 ans, un protocole dont la mise en application inquiète certaines associations de parents d'élèves. Écoutez. Les parents ont tout à fait conscience que les protocoles ne sont pas appliqués à 100%, ne peuvent pas être appliqués à 100% dans les établissements. C'est là toute la difficulté contre laquelle nous avons à lutter. Et concernant les masques, on est très inquiets sur le port du masque parce qu'on sait que nos enfants et nos ados peuvent garder le même dans la poche jusqu'à 15 jours. Donc on s'interroge sur la nature réellement de l'efficacité de ce geste barrière dans ces conditions-là. Il faudrait qu'il y ait un changement à l'entrée des classes à la première heure de cours tous les matins. Contexte de forte tension, vous le savez, question sécurité en France. Le ministère des Armées et celui de l'Intérieur renforcent donc l'opération Sentinelle et même les renforts sur l'ensemble du territoire. En tout, 14 000 hommes et femmes sont en train d'être mobilisés sur le terrain, notamment pour renforcer la sécurité autour des lieux de culte et notamment les églises en priorité. Et pour Gérald Darmanin, en visite justement dans une église de Tourcoing ce matin, il n'y a pas de risque zéro, mais une mobilisation de l'État est évidemment indispensable, doit être à la hauteur de l'enjeu. Écoutez-le. L'État a donné des consignes extrêmement fortes à l'ensemble des forces de sécurité pour surveiller, pour protéger les lieux les plus importants, les hôpitaux, les lieux de culte, les écoles, notamment en cette rentrée scolaire de lundi. Nous sommes en guerre contre le terrorisme. Ce terrorisme peut toujours frapper. Il n'y a pas de risque zéro, mais l'État fait le maximum pour protéger les Français. Dans l'actualité également, près de Lyon, à Dessine, les tensions sont toujours très vives entre les communautés arméniennes et turques depuis le conflit au Haut-Karabakh. Ce matin, des insultes ont été notamment taguées sur le mémorial du génocide arménien, sur la maison de la culture arménienne. L'une des inscriptions mentionne l'Ougri, un groupe d'ultranationalistes turcs, ainsi que RTE, référence aux initiales du président turc Recep Tayyip Erdogan, qui soutient fermement, on le sait, le groupe l'Ougri. Oui, on se rappelle que le 28 octobre dernier, une manifestation pro-Arménie a été attaqué par des membres de la communauté turque dans la matinée. Le soir même, 250 partisans turcs défilaient à Dessine en menaçant ouvertement les Arméniens. On écoute le maire de cette commune qui appelle au calme, évidemment. Dessine, c'est une mosaïque et jusqu'à présent, nous avons tous vécu en parfaite et en bonne intelligence dans cette commune. Ces derniers temps, nous sommes victimes de provocations de groupes ultranationalistes, extrémistes. C'est quoi ces provocations ? On peut pas les tolérer. Et puis profaner un mémorial en ce week-end de la Toussaint, un respect pour tous ces morts. On ne fait pas ça. Et puis cette disparition jugée inquiétante par la police, une jeune fille de 14 ans a disparu de son domicile du Val-de-Marne. La préfecture de police lance d'ailleurs un appel à témoins. Cette jeune fille mesure 1m73, vous voyez sa description. Si vous avez des informations, contactez le 01 48 90 15 15, c'est le numéro du commissariat de Choisy-le-Roi. Aucune piste n'est pour l'instant exclue par les enquêteurs, une fugue ou un enlèvement. En tout cas, les parents de la jeune fille s'inquiètent de la présence de toutes les chaussures et manteaux de l'adolescente dans leur domicile. Écoutez-les.
En fait, moi, je suis sortie de la maison, il était 12h35 pour déjeuner. Donc, je lui ai dit, bon, Fariel, t'oublies pas de faire tes exercices. Donc, voilà. Et donc, après, je suis partie déjeuner. Je lui ai dit, je vais pas trop tarder. À 17h, j'ai commencé à lui téléphoner sur le fixe. Et donc, en fait, elle ne répondait pas. Et quand je suis rentrée au domicile, elle n'était plus là. Donc, mon premier réflexe, ça a été d'aller voir dans le centre culturel au niveau de la bibliothèque parce qu'elle a tendance à y aller. Elle n'y était pas. Et ensuite, voilà, j'ai commencé à chercher un peu. Je me suis inquiétée très rapidement parce que c'est pas du tout dans ses habitudes. Fariel, c'est une jeune fille qui a des habitudes stables, qui est régulière. C'est pas quelqu'un d'imprévisible. C'est-à-dire que le matin, elle se lève, elle va au collège, elle rentre déjeuner. Des fois, elle va avec ses copines. Voilà, vraiment, il y a une relation de confiance qui est instaurée. On est très, très, très inquiet pour notre fille. Voilà, Fariel, c'est une fille gentille. Elle est sage, elle est pleine de vie. Donc voilà, c'est un cauchemar, c'est un vrai cauchemar. La suite de l'information après la météo. Depuis le temps